Salut à tous, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on vient de faire le tournage du flop 15 de l'année 2024. Et qui dit flop 15 dit top 15 bien évidemment. Un top 15 qui sera plus classique que le flop 15 parce que les films sont assez différents dans ce top. Et on est parti. Numéro 15. Smile 2. Les films Smile, c'est un peu comme des plats, t'as l'impression qu'ils vont être dégueulasses, puis quand tu commences à goûter, tu te rends compte que c'est hyper bon. Numéro 14. C'était pas un rêve. C'est le tunnel d'Urashima. C'est magnifique. C'est quoi cet endroit? Le temps s'écoule. Tunnel to Summer. Un film d'animation japonais où enfin les couples s'embrassent, ouais! Numéro 13. Voici une bande-annonce. Je vous préviens, ça va secouer. Beetlejuice, Beetlejuice. Plutôt une bonne suite à l'original, on retrouve un esprit cartoonesque. Certes, le scénario n'est pas très bien, mais le scénario n'était pas non plus le point fort du premier film. Numéro 12. Flow. Un pari osé qui rend plutôt très bien avec un très bon résultat, un très bon travail sur l'attitude des animaux et avec une animation magnifique. Et en plus, le personnage principal, c'est un chat. C'est pas les miens qui pourraient vivre les aventures qu'ils vivent, hein. Numéro 11. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme. Le comte de Monte Cristo. Oui, évidemment qu'il allait y être celui-là. Il est certes plus bas que je pense la plupart d'entre vous attendez. La raison étant que je trouve la première partie assez laborieuse dans ce film. Même si à partir de la prison, je suis totalement d'accord pour dire que c'est un excellent film. Et apparemment, les producteurs veulent en faire une saga avec les rois maudits. Franchement, si c'est de la même qualité, je prends. Numéro 10. Il n'y a rien à craindre. Je comprends. La malédiction, les origines. Alors la malédiction, les origines, c'est une très bonne surprise. Alors vous savez, de base, je ne suis pas très public des films d'horreur. Mais je trouve que la malédiction, les origines, ça passe beaucoup mieux pour la simple et bonne raison que... En fait, c'est une bonne surprise parce que ça ose être glauque, ça ose aller à fond, ça ose vraiment à être perturbant. Alors, je connaissais pas le film La Malédiction original, je sais juste que ça parle d'un enfant de Satan, ce genre de choses. Mais La Malédiction, les origines m'a agréablement surpris dans le contexte où, il y a des scènes où je suis vraiment crispé, où j'étais vraiment pas bien devant. C'est un film qui va beaucoup jouer sur le malaise, qui va beaucoup jouer sur de l'imagerie, choc. J'ai encore cette scène d'une main qui sort d'un endroit où ça ne devrait pas sortir, avec un sentiment de désespoir, un sentiment où l'héroïne ne peut pas s'en sortir, ne peut pas s'échapper, que quoi qu'elle puisse faire, ça n'arrivera jamais. Il y a cette scène où elle tente de sortir. Et en fait, tout le film est basé sur ça. Le film est basé sur une sorte de désespoir, sur une sorte où on va essayer de donner un peu de pouvoir à l'héroïne, mais que ce pouvoir ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que c'est totalement vain par rapport à la situation qu'elle va quand même subir. Et pour ce travail sur le glauque, pour ce travail sur cette pression que met le film, je trouve que La Malédiction, les origines fait plutôt du très bon travail. Numéro 9. Je te l'ai dit, on veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Deadpool et Wolverine. Oui, je sais. Je sais. C'est un énorme plaisir coupable, ce film.
Ok? Je sais, je suis d'accord avec tous les reproches qu'on lui fait. Oui, c'est moche par instant. Oui, le scénario est complètement con. Oui, on peut voir ça comme du crash. Je suis d'accord avec la plupart des critiques négatives. Je suis pas d'accord avec le fait qu'ils disent que c'est un crachat aux anciens films de super-héros. Au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt un bel hommage. Mais je suis d'accord. Il y a plein de trucs qui vont pas dans Deadpool et Wolverine. Mais qu'est-ce que j'ai pris mon pied, nom de Dieu! Qu'est-ce que j'ai pris mon pied! Il y a la scène d'intro où il se bat avec le cadavre de l'ancien Wolverine. Oui, ça m'a fait rire au possible. Avec en plus une violence qui était vraiment bienvenue dans les Deadpool. Les Deadpool ont cette particularité qu'ils n'ont jamais hésité à être gore eux-mêmes. Contrairement au film du Sony Cinematic Universe, mais on va pas revenir là-dessus. Mais oui, voilà, j'ai pris mon pied. La dualité Deadpool et Wolverine marche du tonnerre. Les scènes d'action sont excellentes. Je suis désolé, mais c'est un film popcorn. La scène d'attaque avec le bus, mais nom de Dieu, mais je la trouve géniale, cette scène. Je dis, c'est un film généreux, on peut pas lui retirer ça quand même. Deadpool et Wolverine, c'est un film extrêmement généreux, c'est un film qui ne nous ment pas, c'est un film qui va pas hésiter à lancer des références, à lancer du plaisir pour les yeux, qui va rappeler des films des anciens super-héros pour leur redonner une nouvelle vie. Ça aussi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça se fout de la gueule des anciennes productions. Non! Je trouve que c'est un hommage, ça leur redonne une nouvelle vie. Ça leur redonne un côté badass qu'ils avaient perdu. Ou qu'ils n'ont jamais eu. Bon, oui, d'accord, il y a la torche humaine de Chris Evans qui est maltraitée, mais c'est drôle, putain! Ouais, je suis désolé, j'ai conscience de ses défauts, je me battrai pas pour le défendre, je me battrai pas pour absolument dire que c'est un chef-d'œuvre, absolument pas. Mais faut pas bouder son plaisir à un moment donné, c'est quand même un super film popcorn. Je comprends qu'on puisse pas l'aimer, mais voilà, Deadpool et Wolverine, c'est mon plaisir coupable de cette année. Numéro 8. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans. The Substance. Alors, beaucoup ont résumé ce film comme étant un film avec un message féministe sur le traitement des actrices dans le cinéma hollywoodien. Alors, ce message existe, je ne vais pas le nier, il est plutôt évident. Mais je trouve que c'est un peu réducteur de le réduire à ça, en fait. Ça et les hommages de films de genre horrifiques qui en découlent, du type The Thing, du type Carré au bal du diable. Les références sont plutôt évidentes. Le film est assez généreux en références, je trouve, et n'hésite pas à aller loin dans son concept. Alors, oui, je comprends en fait que certains trouvent que la substance en soi est un peu mensongère dans son propos, que ça ne marche pas parce que c'est deux personnalités différentes, alors que le personnage principal cherche à être, on va dire, à retrouver sa jeunesse. Mais je trouve qu'en fait, ça amène une certaine métaphore. Je trouve que, en fait, il y a des messages tellement plus intéressants que le message féministe du film. Je dis pas que le message féministe du film n'est pas intéressant, je dis juste que dans son traitement, c'est le moins intéressant, je trouve. Je veux dire, c'est le moins subtil avec Dennis Quaid et ses crevettes ses crevettes qu'il mange de façon dégueulasse, où on fait tout pour le rendre le plus dégueulasse possible. Oui, bon, on comprend, voilà. Mais je trouve qu'en fait, le film est beaucoup plus intéressant quand on l'analyse sur la thématique de ne pas s'aimer soi-même, la thématique des regrets qu'on a sur soi, la thématique où en fait, de l'auto-détestation en fait. Parce que le film est bourré de ça, le film est bourré du moment où le personnage se détruit lui-même en fait. Ça aussi le parallèle avec l'addiction est aussi assez intéressant, je trouve. Ce parallèle où le personnage de jeunesse va abuser du corps original pour se donner une nouvelle vie. Je trouve que le parallèle à ce niveau-là est très intéressant parce que c'est typiquement ce qui nous arrive lors d'une addiction. On se détruit pour se donner une nouvelle vie. Enfin, pour se donner une illusion d'une nouvelle vie, en tout cas.
jusqu'à ce que la réalité finisse par nous rattraper. Et en cela, je trouve que le film est extrêmement intéressant dans son exploitation. Il y a aussi une très bonne mise en scène à ce sujet, les couleurs sont magnifiques. Alors certes, les gros plans sont un peu abusés, ils sont un peu évidents, mais je comprends les messages qu'ils veulent apporter et je trouve que justement ça apporte une certaine esthétique intéressante. Il y a aussi toute une espèce de mystère autour de l'organisation que j'ai trouvé plutôt bien foutue. La scène d'intro est excellente, ça aussi. On n'en parle pas assez souvent de cette scène, mais cette scène avec l'étoile de Hollywood Boulevard qui se retrouve dégradée, qui se retrouve massacrée à fur et à mesure que les gens se désintéressent de la personnalité qui en découle, ça donne un message fort quand même. Ça donne quand même quelque chose. Ça donne quand même un très beau message intéressant, je trouve. Et je trouve ça un peu réducteur de tout le temps le résumer à les actrices des 50 ans. Pour moi, c'est un très bel hommage au cinéma de genre, avec beaucoup de références et beaucoup de messages et de sous-entendus intéressants. Numéro 7. 19 États ont fait sécession. L'armée américaine intensifie ses actions. La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride. Le président qui entame son 3e mandat. Civil War. Alors, j'ai vu pas mal de gens râler contre Civil War en disant que c'est un film qui n'apporte aucun message politique. Ou en tout cas qui ne s'exprime pas sur le message politique. Notamment parce que on ne sait pas grand chose de la guerre civile qui est en train de se dérouler. On ne sait pas le président en place, on ne sait pas de quelle faction sont les rebelles, ce genre de choses. Mais je trouve ça au contraire très intéressant. Je trouve que c'est un parti pris du film qui est assez risqué, assez couillu dans l'ensemble, et je trouve que il a bien fait de ne pas vouloir donner un message. Enfin, d'ailleurs, je trouve même que cette affirmation est fausse. Le film a plein de messages politiques. Il a plein de messages à transmettre. Des messages au sujet de la guerre, notamment au sujet des situations de pauvreté que la guerre nous amène, des comportements à quel point certaines personnes peuvent vriller pendant les moments de guerre. Qu'est-ce qu'on cherche à regarder? Qu'est-ce qu'on cherche à filmer? À quel moment ça devient du reportage? À quel moment ça devient de l'information? À quel moment ça devient du voyeurisme? Le point de vue aussi sur les gens qui en ont rien à foutre de la guerre alors que ça se passe à côté de chez eux. Le film est bourré de messages politiques. Mais c'est pas le message politique que les gens attendent en mode qui est le grand méchant de l'histoire, parce que ça n'est pas important. Ça, en fait, c'est là où je trouve que le film est assez couillu, c'est-à-dire que le film nous donne une histoire de personnages tertiaires. Il nous raconte l'histoire de gens qui, dans d'autres cas, seraient en arrière-plan. Nous faire vivre l'histoire pas à l'intérieur de la grande histoire qui se passe, mais à côté. Qu'est-ce que les gens font pour suivre? Qu'est-ce que les gens font pour informer? Qu'est-ce que ces journalistes vont faire pour risquer leur vie, pour apporter l'information le plus près possible? Et qu'est-ce qui en découle de ça? Qu'est-ce qu'on apporte comme information? Qu'est-ce qu'on sait? Et en ça, je trouve que le film Civil War est extrêmement intéressant, avec un très bon travail sur la tension. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes où on se retient un petit peu, où on s'accroche un peu à son siège, en se demandant qu'est-ce qui va se passer, comment la situation va être gérée. Des situations d'ailleurs qui des fois arrivent de nulle part. Genre la scène du sniper, par exemple, elle est excellente, la scène du sniper. Et en plus, ce que je trouve de super, c'est que le film travaille sur la tension, mais nous fait aussi vivre que c'est devenu un quotidien, les situations que vivent les personnages. Je veux dire, je reviens sur la scène du sniper, elle est bourrée de tension, elle est bourrée de mystère, et pourtant les personnages qui sont à l'intérieur agissent comme si ça faisait partie du quotidien. Ouais, c'est un mec qui s'est planqué là-dedans et qui a décidé de prendre des gens pour cible. Et ça nous met sur un rapport de qu'est-ce que c'est le quotidien de gens durant une guerre. Bref, Civil War, c'est pas un film qui ne prend pas position politique, non. C'est un film qui lance plein de messages politiques qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir au cinéma. Numéro 6. Godzilla Minus One. Le bon film Godzilla qui est sorti l'année dernière. Qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit sur ce film? Je trouve que Godzilla Minus One, déjà, en fait, c'est un film qui flirte avec plusieurs genres. Évidemment, il va flirter avec le kaiju. Il va faire du film d'horreur
post-apocalyptique avec cette scène, notamment la scène du souffle atomique où on a littéralement l'imagerie d'une bombe nucléaire qui a explosé. Ce qui a un message assez fort parce que je rappelle que le film se déroule au Japon. Le design de Godzilla, je l'ai trouvé un peu particulier, mais bon, après tout, pourquoi pas. J'ai trouvé qu'il était surtout au niveau des yeux. Ça a donné un sentiment de malaise, mais en même temps, est-ce que ça n'était pas voulu? La première scène de Godzilla Minus One, c'est littéralement une scène de massacre, une scène de slasher, et c'était génial à voir. Il y a aussi un très bon travail sur l'ambiance et les personnages d'une certaine époque. On vit quand même la période post-Deuxième Guerre mondiale avec un personnage qui a refusé d'être un kamikaze et qui du coup porte un certain déshonneur sur lui. Je trouve que ça amène quelque chose par rapport à l'histoire japonaise, par rapport à la mentalité au Japon. Et je trouve que le film Godzilla Minus One est quand même une bouffée d'air frais dans les films de kaiju. Il m'a fait un peu penser, alors dans une moindre mesure, à Shin Godzilla de 2016, où on est vraiment, où on renoue avec les bases de ce qu'était Godzilla, à savoir un film d'horreur qui apporte le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme de la bombe atomique. Et même si je trouve qu'on en a peut-être un peu trop fait avec ce film, on est peut-être allé un peu trop loin, et il y a certaines choses quand même que je trouve assez mal gérées dans Godzilla Minus One, notamment en ce qui concerne la femme du personnage principal. À aucun moment elle n'aurait dû survivre. Aucun moment. Même s'il tease un peu un truc, et ça aussi c'est un peu chiant de nous justifier la survie d'un personnage qui ne fait aucun sens pas. Mais attention, la suite va peut-être ramener des trucs. J'espère juste qu'ils vont se sortir un petit peu des autres sagas Godzilla en étant toujours dans ce registre un peu horrifique, grandeur nature. Numéro 5. Furiosa, on est allé trop loin. Furiosa. Et là, je vais gueuler. Je ne comprends pas comment Furiosa a-t-il pu bider au cinéma. Ah, mais faut pas s'étonner si les films de merde sont souvent produits, hein. Vous allez souvent les voir, ces films. Je veux dire, Furiosa, quoi. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Furiosa que je peux rajouter? Il y en a... Alors, beaucoup ont dit que Furiosa s'était éloigné de Mad Max Fury Road, que c'était la volonté de George Miller de ne pas faire un genre de Mad Max Fury Road 2. Alors, je suis d'accord, et il le fait très bien, mais on y retrouve quand même un certain héritage de Mad Max Fury Road. C'est pas un film qui renie totalement ce qui a été fait avant. Et en ça, je trouve intéressant le fait qu'il garde une certaine épopée à travers le monde post-apocalyptique de Mad Max, qui garde ce côté scène d'action pendant des courses-poursuites en voiture dans le désert. Les scènes d'action sont tous excellentes, elles sont époustouflantes en termes de visuel. Il y a la scène d'attaque du convoi, la scène de combat dans la fabrication de munitions. C'était génial cette scène. Mais c'est également une espèce d'épopée sur un personnage. Et je trouve que c'est un excellent travail sur comment on construit un personnage sur ce qu'il a vécu. On a eu trop peu d'exemples dans le cinéma de bonne construction d'origin story d'un personnage, et pour moi Furiosa est une leçon en la matière. On montre comment elle est devenue cette femme forte, on montre son évolution au fur et à mesure du film, on la montre devenir plus dure, on la montre devenir beaucoup plus vindicative, beaucoup plus froide, sans pour autant dénaturer le personnage qui était à la base. Montrer juste que cet environnement rempli de motards, de bandits, de personnes qui prônent la violence, montrer que ce genre d'environnement a obligé Furiosa à devenir beaucoup plus dangereuse, à devenir beaucoup plus guerrière. Jusqu'à cette fameuse scène où elle s'arrache le bras. C'est pas un spoil, hein. Ceux qui ont vu Mad Max savent qu'elle a un bras mécanique. Un très bon travail sur le personnage qui est brillamment interprété par Anya Taylor-Joy. Et je ne dis pas ça parce que j'ai un crush sur Anya Taylor-Joy. Et je ne dis certainement pas ça parce que tu mets Anya Taylor-Joy habillée en punk. Non, c'est pas à cause de ça que je dis qu'elle est brillamment interprétée. Mais j'ai trouvé que tous les personnages dans l'ensemble étaient assez intéressants. On parle par exemple de l'antagoniste Chris Hemsworth qui a une espèce de code couleur changeante au fur et à mesure du film et au fur et à mesure que ses ambitions grandissent.
Il est d'abord tout en blanc, puis apparaît tout en rouge, pour finir tout en noir. D'ailleurs, il y a un travail sur la colorimétrie, il y a un travail sur le visuel tout le long du film, qui est extrêmement intéressant. Une de mes peurs avec Furiosa, c'était que le message féministe en devienne trop lourd dans cette période où on essaie de faire de l'ultra-progressisme à tout va. Mais même ça n'est pas le cas. Non, le film est plutôt bien écrit, même dans son message féministe, et je trouve que, il fait très bien les choses dans l'ensemble. Et ça m'attriste d'autant plus que ce film est bidé, quoi. Certes, c'est pas un Mad Max Fury Road 2. Certes, c'est pas une espèce de film où on va être en pure scène d'action pendant quasiment 2 heures. Mais ça raconte une odyssée, ça raconte quelque chose d'intéressant, ça raconte une histoire et ça fait en sorte de la rendre la plus puissante possible. C'est ça, Furiosa. L'épopée de tout un personnage. Et franchement, je ne peux que vous inviter à aller regarder cette épopée. Numéro 4. Là, c'est moi, Colt Seavers. Et ça, c'est mon voyage du héros. Fall Guy. Alors, je vais pas revenir sur le fait que les scènes d'action sont excellentes. Je trouvais que l'humour en plus marchait très bien dans ce film. Évidemment qu'il y a tout l'aspect divertissant qui est superbement bien rempli dans Fall Guy. Mais là où Fall Guy m'a surtout accroché, c'est dans son côté hommage aux cascadeurs. D'après ce que j'ai compris, le réal du film est un ancien cascadeur et on sent tout l'amour qu'il a porté dans ce domaine de métier et aussi tout l'amour qu'il porte au général au cinéma. D'ailleurs, le film flirte plusieurs genres cinématographiques. On a du cinéma d'action, évidemment, on a du thriller, on a de la romance, on a même de la science-fiction un petit peu quand on prend en compte le tournage. Et le film est hyper intéressant dans son traitement de son sujet principal. Certes, c'est un film qui va garder un ton léger, c'est un film qui va garder un ton, on va dire, un peu de pastiche. Mais ça ne veut pas autant dire qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il présente. Et c'est ça en fait qui m'a marqué dans Fall Guy. C'est toute la sincérité autour du métier du cascadeur, autour de comment ça se déroule un film. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les arts cinématographiques, le film fait l'effort de reproduire un tournage, de reproduire des conditions de tournage, et je trouve ça aussi encore très intéressant. Alors évidemment, c'est pas au niveau de certains films comme Babylone de Damien Chazelle, mais je trouve que le traitement qu'il fait de ce corps de métier, le traitement qu'il fait de son sujet, rend le film beaucoup plus intéressant qu'un film d'action lambda. On y sent l'amour. Voilà, on y sent l'amour de ce travail, l'amour de ce corps de métier, l'amour du cinéma. Et c'est ça qui m'a vraiment accroché dans Fall Guy. Et franchement, je peux comprendre que certains d'entre vous n'y accrochent pas, mais si vous vous intéressez un tant soit peu au domaine cinématographique, au métier du cinéma, je pense que c'est un film qui peut extrêmement vous intéresser. Numéro 3. Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Megalopolis. Je sais que ce film divise. Je sais que ce film, soit on dit que c'est un chef-d'œuvre, soit on dit que c'est de la daube. Bon, vous le voyez, il est top 3 de mon top 15, donc vous savez très bien ce que j'en pense. En fait, Megalopolis, je dirais que c'est une forme la plus aboutie entre la conciliation entre le passé et le futur. Je veux dire, pour moi, rien que de dire à quel genre appartient Megalopolis, je dirais que c'est un péplum de science-fiction. Et rien qu'en disant ça, je pense que je perds déjà des gens, mais disons que c'est le principe de Megalopolis. Prendre le plus ancien et prendre le plus nouveau et les faire coexister. Le passé et le futur. Les valeurs conservatrices et les valeurs progressistes. Et là où je trouve le film encore plus intéressant, c'est que il ne dit pas que l'un est meilleur que l'autre. Il ne dit pas que il faut absolument se tourner à fond vers l'un ou à fond vers l'autre. Non, ce que le film propose, c'est une espèce de réconciliation entre notre passé et notre avenir. Parce que dans l'avenir, on a tendance à dénigrer le passé, à dénigrer des valeurs qu'on considère comme archaïques, à dénigrer ce qui a été fait avant. Et le passé considère que le futur va nous amener droit dans le mur, qu'il ne prend pas en compte certaines choses, que ça va trop vite, que c'est beaucoup trop destructeur. Et le film ne cherche pas tellement à dire que l'un des deux a raison ou tort.
Il dit que si on veut que tout le monde avance, il ne faut pas rester dans cette dispute parce que sinon, ce sont d'autres personnes qui en profitent pour prendre le pouvoir et pour mener vraiment les gens à leur perte. Le film Megalopolis m'avait fait un peu peur dans son pitch de base en parlant de Cicéron comme le conservateur aux valeurs archaïques et César comme étant l'architecte aux idées modernes. Pour moi, en fait, César allait être totalement le gentil de l'histoire et ce genre de choses. Sauf que non, le film est beaucoup plus intelligent que ça. César a certes des idées neuves, des idées modernes, mais ce qu'il ne prend pas en compte, c'est que ces idées mettent des gens dans la pauvreté, qu'il fout des gens à la rue et qu'il détruit des choses. Et certes, Cicéron est un conservateur aux valeurs archaïques, mais c'est aussi quelqu'un qui s'inquiète pour les gens, qui s'inquiète pour le peuple. Et c'est là où, en fait, pour moi, Megalopolis devient intéressant. C'est un film qui veut mélanger le passé et le futur. Et qui va le faire tout dans son esthétique. C'est quelqu'un qui va pousser à fond son concept. D'un côté, nous avons beaucoup d'éléments qui vont être dans le domaine du péplum, comme les jeux du cirque, comme les noms des personnages. Et qui va faire pareil de l'autre côté avec la science-fiction, avec cette ville qui se construit autour d'une matière qui permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Et qui va amener une espèce de ville avec des tapis automatiques, ce genre de choses. Une maison qui se matérialise selon nos envies. Et ça donne vraiment un esthétique très intéressant, le tout dans un ensemble doré que je trouve absolument magnifique. Certes, on peut reprocher le film d'être un peu trop léger sur certains moments, d'être un petit peu trop cuisse légère ou être un peu trop bas de plafond. Mais je trouve que dans l'ensemble, Megalopolis, c'est un film qui se tient dans son intention. C'est un film qui se tient dans son idée de vouloir faire une espèce d'odyssée moderne. De vouloir absolument prendre ce qu'il y a de meilleur dans le passé et de ce qu'il y a de meilleur dans le futur et de les faire coexister. Et je peux comprendre qu'on soit hermétique, à ce que propose Megalopolis. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment un message assez important, un film assez important. Parce que pour moi, oui, il faut réconcilier le passé et le futur. Il faut réconcilier ces deux temps qui ont leurs propres problèmes, mais qui ont également leurs propres choses à apporter. Et c'est un peu ça le message final du film. Et je trouve que Francis Ford Coppola l'a extrêmement bien porté. Et je trouve ça un peu dommage qu'il y ait des gens qui soient réfractaires à ce film, même si je peux comprendre qu'il n'est pas facilement abordable. Moi, en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup parlé. Et je vous invite à voir Megalopolis. Avec un peu de chance, ça va beaucoup vous plaire. Numéro 2. Rapport d'incident. À 3h00, un lot de robots... Le robot sauvage. Bon, ça, c'est pas un film qui divise. J'y allais un peu à reculons. Vous savez, il y a un gars totalement stupide qui, en voyant les bandes annonces, était un râleur. Et il disait, oh, c'est nul ce film, ils vont pas faire comme Wall-E où le film va pas beaucoup parler. Le film parle beaucoup trop. Moi, j'aurais bien voulu un film totalement muet, ça aurait été cool. Et cet abruti, c'est moi. Et quand je suis allé voir Le Robot Sauvage, le film m'a fait fermer ma gueule et j'ai pris mon pied. L'animation est magnifique et en plus le film va jouer avec certains styles pour se donner une esthétique par rapport par exemple aux fables, par rapport à comment raconter une histoire. Le film est une véritable ode à comment vivre une certaine vie qu'on n'a pas choisie. Il fait l'effort de nous présenter 3 personnages qui sont imposés par la vie à choisir certaines directions et qui au final vont soit se débrouiller pour faire du mieux qu'ils peuvent, soit embrasser cette destinée à pleines dents, soit au contraire lutter contre et se tourner vers quelque chose de mieux. Et ça fait ça le message principal du Robot Sauvage, et ça joue avec une esthétique magnifique qui a un aspect de conte, les décors, tout a l'air peint dans ce film, il y a rien qui fait, à part les personnages, il y a rien qui fait vraiment 3D en fait. On se prend vite à apprécier les paysages, on se prend vite à apprécier cette esthétique. Alors oui, il y a des scènes avec des tons un peu trop enfantins, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que c'est magnifique le Robot Sauvage.
qui n'hésite pas d'ailleurs à aller vraiment dans du dur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de film d'animation occidentale qui allait vraiment dans les messages durs, qui allait vraiment dans, par exemple, on a la mort de toute une famille de canards. Alors oui, je sais, ça peut prêter à rire, dit comme ça peut prêter à sourire, mais dans un contexte de fable, dans un contexte de conte où les animaux sont censés être personnifiés, ça amène quelque chose, je vous le cache pas. L'antagoniste est un peu plat par rapport à ce qu'on aurait pu nous proposer, mais je trouve que c'est pas si grave par rapport à ce qu'on a déjà en fait. Les musiques sont magnifiques, on a vraiment tout un travail sur l'esthétique, mais ça fait très longtemps que DreamWorks cherche vraiment à imposer une certaine patte, à poser vraiment des films d'animation qui essayent de tenter des choses nouvelles, avec en plus le robot sauvage qui ne se termine pas spécialement bien. En plus, c'est pas une mauvaise fin, mais on peut pas dire que ce soit la meilleure des fins. Pour moi, c'est une fin assez douce amère, en fait. Et faire ça pour un film d'animation pour enfants, je trouve que c'est un parti pris assez osé et qui marche, en fait. Le film m'a donné beaucoup d'émotions. À la fin, j'étais un peu triste, j'étais assez déboussolé, mais si je comprenais la direction que le film prenait, je me disais, oh, quand même. De ce que j'ai compris, il va y avoir une trilogie sur ce film. Franchement, maintenez ce niveau de qualité, par pitié. Maintenez ce niveau de qualité dans la saga Le Robot Sauvage. Et n'allez pas faire des remakes de live action DreamWorks. Non, parce que je sais quel est votre projet pour 2025. Faites pas ça. Et beaucoup ont dit que Le Robot Sauvage était le meilleur film d'animation de l'année. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Et le numéro 1 du top 15 de l'année 2024 est... Bienvenue dans un monde merveilleux. Le Royaume des Abysses. Vous savez, il y a des films, vous les voyez au cinéma, et vous vous dites direct, toi tu vas être mon film préféré. Toi tu vas être un film qui va beaucoup me marquer. Généralement, ce sont des films qui me font pleurer. Et j'ai pleuré devant Le Royaume des Abysses. Déjà en termes esthétiques, ce film est une claque visuelle à chaque seconde qu'on passe à le regarder. Tous les plans de ce film, on dirait qu'on assiste à de la peinture, qui est vraiment... On est vraiment face à une exposition de plans, mais magnifiques, qui exploite à fond l'animation, qui exploite à fond le concept de liquide, qui exploite à fond le concept où on est dans un environnement marin, dans un environnement liquide, avec un personnage principal qu'on aime à suivre, parce que on comprend son mal-être, on comprend son malheur, et on le comprend de plus en plus au fur et à mesure que le film avance. Il y a un truc qui me gênait un peu avec Le Royaume Sauvage, c'était que j'avais l'impression que c'était un peu un film à trous. Il y avait certaines scènes que je trouvais un peu incohérentes, que je trouvais pas très... Je trouvais que ça n'était pas logique de faire la transition d'une scène à l'autre. Et quand arrive la scène finale, en fait, tu te rends compte que ces imperfections, ces incohérences que le film t'a présentées avaient en fait un sens. Ils avaient tous un sens. Et tu vois ça, tu te dis, mais enfoiré de réal. Je crois que c'est je crois que c'est vers la fin que j'ai vraiment chialé. En fait, que j'ai vraiment, que je me suis vraiment effondré en larmes, quoi. Mais ce film est d'une beauté, esthétique, il est d'une beauté visuelle. Le film t'en met plein la gueule visuellement à chacun de ses plans, mais c'est magnifique. Et en termes de thématique, le film te prend au tripes, le film t'arrache les tripes, te fait sentir mal, quoi. Il te met dans un état de dépression. Faut pas voir ce film en étant déjà triste, sinon on se tire une balle. Mais en plus, c'est un film qui a une certaine dépression, mais qui a quand même un message positif à la fin. Il a un message d'espoir. Il arrive quand même à te donner de l'espoir dans un contexte où
tu ne vois pas les choses venir. Un contexte où tu as l'impression que rien ne va s'arranger. Mais où il faut arriver à garder le sourire malgré tout. Non, le Royaume des Abysses, qu'est-ce que je peux dire, on n'est pas loin du film parfait, il y a certaines choses qu'on pourrait se dire, mais au final, je trouve que c'est un film qu'il faut absolument que vous allez voir, ça a été vraiment mon coup de cœur indépassable de l'année 2024, parce que c'est un film qui va à fond, c'est un film qui se donne à fond pour vous éclater visuellement, pour vous entraîner visuellement, et une fois que vous êtes pris visuellement, vous rendez compte de tout le film, de ce qu'il vous raconte. Et le film a des moments drôles, et les moments drôles marchent, les moments drôles sont sincères, je veux dire, c'est quand même dingue que ce film arrive à jongler avec du cartoon, mais aussi avec du film un peu dépressif. Mais en plus, c'est du cartoon quand on se rend compte de ce qu'il signifie réellement, c'est quelque chose, mais horrible, c'est quelque chose de, c'est aussi ça, la force du Royaume des Abysses, c'est cette incroyable manière de jouer avec les choses, de jouer avec des choses qui habituellement seraient de la rigolade, mais quand on se rend compte de ce que ça amène réellement, on se rend compte à quel point c'est tragique. Et inversement, mais je me suis revu des extraits et à chaque fois je suis subjugué. J'ai été subjugué par le Royaume des Abysses. Et franchement, je peux vous dire qu'une chose, allez voir ce film, allez voir. Si vraiment vous ne devez voir qu'un film de 2024, allez voir Le Royaume des Abysses. Voilà, bon, je suis parti un peu en émotion vers celui-là. C'était le top film de l'année 2024. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!